Bonjour à tous. Bienvenue encore une fois à un autre webinaire que l'on vous présente dans le cadre de notre série Collège-Co. Collège-Co est un projet qui est financé par Affaires mondiales Canada et qui est dirigé par le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada. Ce projet vise à outiller les membres du RCCFC, donc les collèges francophones de tout le Canada, qui sont au nombre de plus de 50, à avoir de l'expertise et également de bons tuyaux ou des outils pour les aider à valoriser leur expertise à l'international pour en arriver finalement à vendre des services ou à offrir des services dans différents pays. On a, au cours de cette série, parlé à des gens de l'Afrique, on a parlé avec des gens de l'Europe et on a pensé que dans le cadre de cet épisode, vous présenter une stratégie portant sur l'Afrique spécifiquement. Et on est allé chercher un spécialiste dans le domaine et nous le recevons aujourd'hui. Il s'agit de Yaya Pukesa. Yaya, bonjour, ça fait plaisir de te revoir. Bonjour Jean, toujours un plaisir. Et merci d'être là pour nous outiller, nous donner de l'information stratégique concernant l'Afrique et comment nos membres peuvent justement aller vers ce marché et avoir du succès dans ce marché. Yaya, vous êtes entre autres président, directeur général de l'organisation PontBridge Canada. Exact. Les gens qui nous écoutent ont peut-être déjà entendu parler de PontBridge. Oui. Expliquez-nous, Yaya, ce que ça veut dire, ce que ça fait finalement PontBridge Canada. Alors, comme on dit souvent, c'est que ça mange en hiver. Hein? Oui, exactement, exactement. PontBridge Canada, évidemment, PontBridge Canada, justement, est un organisme canadien qui est spécialisé justement dans la diplomatie non gouvernementale. Okay. C'est important de dire la diplomatie non gouvernementale parce que si tu dis la diplomatie tout court, tu touches au domaine justement régalien justement des États. C'est pas on n'a pas l'intention justement de remplacer les États dans leur politique internationale. Diplomatie non gouvernementale, c'est-à-dire la diplomatie privée, tout ce qui concerne justement la diplomatie justement décentralisée, tout ce qui concerne justement la coopération décentralisée, le fait justement d'accompagner des institutions justement dans leur stratégie d'internationalisation finalement. Donc, PontBridge Canada est un organisme justement spécialisé dans la diplomatie non gouvernementale, aussi dans le développement des affaires et la coopération décentralisée. Ce que nous faisons justement depuis quelques années aujourd'hui, c'est que parti justement d'une idée du désinvestissement progressif du Canada sur le continent africain depuis à peu près aujourd'hui 3 décennies, on a remarqué justement qu'il était important de mettre sur pied justement une plateforme, un service qui pouvait finalement arriver et connecter finalement les entreprises, les gens d'affaires, les institutions du Canada avec les opportunités qui foisonnent sur le continent. Et donc, c'est quand même une vision qui était audacieuse, mais qui était tout à fait naturelle. Naturelle justement de par justement la dualité linguistique qui caractérise le Canada et justement l'Afrique, parce qu'en alliant le français et l'anglais, on couvre la totalité justement de l'Afrique en termes justement d'accès au marché. C'est totalement une cartographie et une perspective un peu plus différente justement de celle de l'Asie. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé justement PontBridge pour rentrer justement dans cette intermédiation d'affaires-là, pour permettre justement de connecter, de donner une sorte de voix, une sorte de donner corps aux ambitions justement économiques des entreprises canadiennes par rapport aux opportunités innombrables justement qu'il y a en Afrique et où les entreprises canadiennes sont relativement absentes. Vous organisez des événements. Le RCCFC, nous avons d'ailleurs été commanditaire d'un événement que vous avez organisé, qui était très, très bien, qui s'appelle le Café diplomatique. Alors, vous avez organisé cet événement-là. Il y a un événement également qui s'en vient très bientôt. Alors, vous êtes organisateur d'événements. Pourriez-vous nous donner la perspective de pourquoi ces événements-là et combien d'événements on pourrait voir dans une année réalisés par PontBridge? Alors, c'est intéressant justement, cet aspect justement d'organisation justement de tennis justement d'événements n'est qu'en réalité justement un service finalement d'à côté qui permet justement d'atteindre justement nos objectifs et d'atteindre nos cibles. En organisant justement des cafés diplomatiques, une fois tous les 2 mois, ça nous permet justement d'atteindre justement la cote justement d'à peu près 6 événements en moyenne justement minimum par année.
Et ces événements ont pour objectif justement de mettre justement en lumière des opportunités d'affaires qu'il peut y avoir justement dans un ou deux pays en Afrique. La dernière fois, le RCCFC, peut-être c'est le cas justement de te remercier, toi Jean, et de remercier aussi justement l'ensemble du groupe RCCFC justement pour leur soutien. La dernière fois justement, c'était le Togo et le Nigeria qui étaient mis en valeur. Et on était très, très intéressant de voir à quelle mesure et quelles les opportunités dans le secteur de la formation technique et professionnelle étaient extrêmement demandées justement dans un pays comme le Nigeria. Et même chose justement avec le Togo, là où le haut commissaire justement du Togo parlait par exemple de la nécessité justement, le besoin de formation technique. Alors, le but de ces éléments-là, de ces événements, justement, c'est ça, c'est de mettre sur pied une plateforme comme le Café diplomatique qui permet d'un bord, justement, de regrouper les gens d'affaires, les acteurs, les intervenants, justement, du milieu d'affaires canadien d'un bord et de l'autre bord, justement, de pouvoir avoir des représentations diplomatiques, les opportunités d'investissement de l'autre côté. Donc, le Café diplomatique arrive alors comme une sorte de plateforme pour permettre à chacun justement de dire « Oh, je suis intéressé par l'éducation, ça va m'intéresser. Je suis intéressé par ce secteur, ça va m'intéresser. Je suis intéressé par la logistique, par le port, par ceci, ça m'intéresse. » Et puis, on peut commencer justement à faire ça. Au-delà de ça, à partir de ce moment-là, PondBridge fait le travail justement de l'accompagnement sur mesure pour la commercialisation justement des services justement des différents clients justement sur le continent. Et ceci, naturellement, avec l'appui et le partenariat justement avec les différents pays. Donc, ce sont des partenariats, des choses, pas des partenariats, mais des accompagnements sur mesure qui permettent aux entreprises de pouvoir finalement avoir ce qu'on appelle un soft landing, un atterrissage en douceur sur le marché africain qui peut être extrêmement complexe, mais sans aucun doute extrêmement juteux. Ouais. Et puis, vous êtes ici à Ottawa. Alors, je pense que vous avez un carnet d'adresses assez bien garni quand même. Alors, vos événements ont lieu beaucoup dans la région d'Ottawa et vous avez de nombreux contacts, surtout dans les ambassades ou les consulats. Oui, absolument. Nous travaillons, d'ailleurs, on s'en parlait tout à l'heure en off de cette entente justement avec le groupe des ambassadeurs africains au Canada. C'est une entente, c'est un partenariat qui nous met directement comme, qui nous positionne dans la paix, qui nous positionne comme un intervenant principal dans les relations justement entre le Canada et l'Afrique, puisque ici au Canada, nous avons à peu près plus de 25 missions, plus de 25 ambassades et plus de 25 ambassades. Et si on doit compter les missions diplomatiques qui sont aussi rattachées, ça peut faire jusqu'à peu près 33, 35, qui sont quand même rattachées ici. Et ce partenariat-là vise essentiellement justement à pouvoir servir de cette interface-là. Donc, on travaille avec eux. On identifie des opportunités dans leur pays et on a ce réseau-là justement ici au Canada. La dernière fois, tu as bien pu le voir avec le Conseil du patronat du Québec, avec tout ce beau monde qui était là et tous ces parlementaires qui étaient aussi présents justement à l'événement. C'est de pouvoir avoir ce bord-là et d'avoir des opportunités d'une part et de pouvoir les connecter et les accompagner aussi naturellement que cela puisse se faire de la manière la plus optimale possible. Notre prochain événement d'ailleurs, c'est le jour de l'Afrique, la journée de l'Afrique. Ça aura lieu le 24 mai 2024 au Infinity Convention Center. C'est un événement à Ottawa. À Ottawa, ça aussi c'est à Ottawa. Et ça aussi justement, c'est un événement justement en partenariat avec le groupe des ambassadeurs africains au Canada. Et c'est la 61e édition. Mais pour la première fois, cela va se faire en terre canadienne. Et avec PondBridge Canada, avec le groupe des ambassadeurs canadiens, on envisage justement de reconnaître des personnalités extraordinaires. Je me garde justement de taire le nom ici, mais on aurait quand même des gens comme les anciens gouverneurs généraux du Canada qui pourraient être là, ou encore justement des personnalités des Nations Unies extraordinaires canadiennes qui ont servi en Afrique et qui ont eu un impact là-bas, qu'on va reconnaître pour leur parcours. Et c'est un événement extraordinaire, un événement diplomatique, mais c'est aussi un événement où vous allez avoir tous les ambassadeurs et tous les chefs de mission diplomatiques au même endroit, discuter avec, et ça va se terminer justement avec un gala et aussi avec un déjeuner privé. Donc, vous êtes bien, disons, positionné, PondBridge Canada, pour avoir
justement cette ouverture-là des pays de l'Afrique et Absolument. cette compréhension-là aussi, une compréhension fine, je pense, des marchés potentiels et des liens entre le Canada et l'Afrique. Et c'est pour cette raison-là que le RCCFC a fait appel à PontBridge Oui. pour développer une stratégie pour aider nos membres à justement aller vers ces marchés-là. Et puis, vous êtes là aujourd'hui, Yaye, pour nous présenter cette stratégie-là. Alors, je vous offre la parole pour faire votre présentation. Merci. Puis après la présentation, ce qu'on pourra faire, c'est peut-être engager une petite conversation Définitivement. en réaction à la présentation. Définitivement, il n'y a absolument aucun problème. Alors, allez-y. Alors, aujourd'hui, la stratégie, justement, porte sur la commercialisation de l'éducation internationale, justement, la commercialisation de l'éducation internationale en Afrique. Alors, pour les collèges et les cégeps francophones, justement, en Afrique. Donc, prochaine diapo. Et c'est une stratégie qui est parallèlement, qui est assez globale, finalement. Donc, qui va aborder justement des questions aussi, comme c'est une stratégie, c'est-à-dire essayer de faire des mises en contexte, essayer de faire justement des recherches, par exemple, et parler, par exemple, des marchés, les atouts majeurs. Quels sont les atouts, par exemple, que le Canada possède pour attaquer le marché africain? C'est quoi l'état de la situation sur la commercialisation de l'éducation internationale du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada? Alors, et naturellement, quelles sont la stratégie, par exemple, marketing qui peut être en place? Parce qu'on ne peut pas parler d'une stratégie sans parler de marketing. On ne peut pas non plus parler des stratégies, justement, sans parler, par exemple, des partenaires, par exemple, avec lesquels on peut s'allier. On va évoquer tout ça dans ce thème-là. Prochaine diapo. Alors, le premier point que je voudrais, par exemple, évoquer ici, par exemple, avec vous, ce serait justement la question justement des opportunités sur le marché africain. Alors, et ça, c'est extrêmement important en parlant justement de ces opportunités-là, les forces justement du marché, les faiblesses des opportunités, ce qui peut être les menaces. La première force justement du marché de l'Afrique, justement, c'est la population. On est en 2023. Le continent africain compte 1,4 milliard justement d'individus. À l'horizon 2050, c'est-à-dire dans 25 ans ou 27 ans justement aujourd'hui, le continent africain comptera 2,5 milliards justement d'individus. Ce sera ce sera le continent le plus peuplé justement au monde. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, plus de 75% justement d'Africains ont moins de 35 ans. C'est un continent qui est peuplé, c'est un continent qui est jeune. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est aussi un continent dont la classe moyenne évolue assez rapidement et qu'il y a un besoin de plus en plus justement de faire appel ou bien d'aller à l'international rechercher justement des diplômes internationaux plus reconnus. Donc, cela offre naturellement un marché éducatif énorme pour les collèges et les cégeps francophones du Canada. Alors, ce qui peut être considéré, par exemple, comme une force pour le gouvernement, pour nos amis, le réseau, les membres justement du réseau, c'est d'abord la langue. En Afrique, c'est d'abord la langue, c'est-à-dire le français et l'anglais. En prenant juste le français lui seul, on couvre à peu près une vingtaine justement de pays justement où on est capable justement d'avoir accès justement à ces marchés-là. Et si on ajoute à cela les pays anglophones, on vient de couvrir pratiquement près de 90 à 97% justement de pays qu'on pourrait attaquer justement sur le marché, uniquement sur la base justement de la langue. Cela oppose assez radicalement justement si on s'en allait par exemple en Asie pour le réseau justement du collège des cégeps parce que l'Asie, la présence du français est relativement justement limitée. Donc, l'autre force, justement, c'est la qualité des programmes, finalement. La qualité des programmes éducatifs qu'on peut avoir, la qualité des programmes éducatifs, justement, canadiens, qui est très, très prisée. Et le Canada jouit d'un quotient affectif en Afrique, très, très important. Et ce qui fait en sorte, fait du Canada ou bien des collèges et cégeps francophones, justement, des institutions qui sont en terrain moins hostile.
Le troisième point ici, ce serait justement la population africaine jeune en quête justement de formation. On a évoqué justement les chiffres tout à l'heure. L'opportunité, les opportunités ici, c'est un marché éducatif qui est extraordinairement émergent. On a de plus en plus justement de personnes, des jeunes justement, des parents qui souhaitent par exemple envoyer leurs étudiants aller étudier à l'international. Seulement, le Canada justement fait face justement à certains Africains justement fait face justement aux coûts qui sont parfois très, très importants justement pour venir étudier au Canada. Donc, il est important justement de penser à une stratégie. Alors, l'autre opportunité qui est là justement, c'est la possibilité naturellement de pouvoir élargir l'élargissement justement de ces programmes-là grâce aux techniques de l'information, aux technologies de l'information et de la communication. Le COVID a remis à tout le monde, a permis à tout le monde justement de réaliser à quel point justement l'éducation pouvait se faire à partir de faire réaliser justement à tout le monde à quel point les technologies de l'information et de communication pouvaient rendre la tâche plus facile. On peut très bien imaginer donc justement un collège ici, membre du RCCFC, que ce soit dans l'Ouest canadien ou bien dans l'Est, à être en partenariat, par exemple, avec un potentiel, avec une autre institution justement en Afrique et d'offrir, d'exporter ces programmes. Et c'est important justement de parler de l'exportation parce que nous, au sein de Pont Bridge Canada, on parle beaucoup de l'exportation de l'expertise et du savoir-faire canadien. Et les réseaux et les cégeps francophones du Canada ont cette expertise-là, justement qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller justement donc partager justement à l'international. Donc, ça, c'est important et ça touche le troisième point qui consiste justement au développement de partenariats. Mais je pense qu'on aura la chance justement de revenir. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire que l'Afrique est extrêmement gigantesque. Et au moment où on parle, l'Afrique est déjà inondée d'extraordinaires potentiels concurrents du Canada. Quand on parle de concurrents, on parle justement des pays qui sont absolument... on parle des pays déjà traditionnels comme la France et le Royaume-Uni qui ont justement, par leur passé colonial, ont déjà des connexions très présentes en Afrique. Vous allez voir justement que la plupart, le ratio par exemple des étudiants marocains qui s'en vont par exemple, qui sont allés par exemple étudier en France l'année dernière ou l'année 2022, équivaut par exemple à 40 000 étudiants justement marocains qui sont partis étudier en France au moment où le Canada n'a accueilli que 60 000 étudiants internationaux de toute l'Afrique justement pour la même année. Donc vous comprenez qu'il y a déjà justement des concurrents sérieux qui sont sur le terrain et qui essayent justement de gagner ça. Ça va être une concurrence justement importante à aller regarder. Les barrières géographiques, ça aussi c'est important justement parce que l'Afrique c'est 54 pays. Il faut justement essayer d'adapter justement le positionnement et le culturel. Alors, et ça, ce sont des éléments qu'il faut garder justement en tête par rapport à ça. On peut aussi éventuellement comme une sorte de menace là ou quelque chose comme ça, ce sont des risques politiques. Évidemment, on ne va pas lorgner tout le monde. Mais il est important justement de garder toujours ça en esprit. Alors, je pense que si on revient sur la diapositive qu'on voit à l'écran maintenant, quand on dit manque d'infrastructures éducatives adéquates, ça peut être également une opportunité. C'est absolument une opportunité. Ouais. C'est-à-dire que quand on parle justement, et c'est important, quand on parle c'est important que tu reviennes là-dessus, le manque d'infrastructures adéquates, c'est en réalité là où les cégeps et les collèges francophones, justement, viendront, par exemple, pour se positionner. L'Afrique, par exemple, l'urbanisme en Afrique est extrêmement grandissant. Ça pose un problème, justement, d'infrastructure de formation, justement, des collèges dans le secteur, justement, de la construction. Ouais. Sauf seulement que la plupart, justement, des enseignements techniques et professionnels en Afrique n'ont pas des infrastructures adéquates pour offrir ce genre de formation. Un partenariat, par exemple, dans ce sens-là, pourrait permettre aux cégeps et collèges francophones de pouvoir exporter leurs programmes et leur savoir-faire vers leurs partenaires. Exact. Donc, et ça, naturellement, ça rentre dans l'aspect justement de s'adapter finalement aux besoins nécessaires, aux besoins justement locaux qui vont être absolument identifiés. Nous, dans la prochaine diapo, justement, on va voir la langue comme étant un atout majeur. Et ça, c'est important de pouvoir le signifier. Si en Amérique du Sud, la langue peut être considérée justement comme un obstacle, à cause que justement les langues officielles du Canada sont le français et l'anglais,
Si en Asie, cela peut être considéré comme un obstacle pour le réseau des cégeps et collèges francophones, en Afrique, le bilinguisme canadien est un atout extraordinaire et majeur. On a plus de 20 pays justement qui ont le français comme langue officielle enseignée, c'est important, officielle enseignée et parlée administrativement. Et on a aussi plus d'une trentaine justement qui ont pour langue, pour langue officielle justement, langue officielle enseignée et parlée et administrative l'anglais. Donc, le Canada, en tant que pays bilingue où le français et l'anglais justement sont des langues officielles, possède définitivement un atout incomparable justement sur ces questions-là. Et le bilinguisme canadien, définitivement, ce bilinguisme-là définitivement constitue un atout majeur pour les collèges et les cégeps francophones du Canada sur le continent africain. Donc, j'ai envie plutôt de dire justement que la langue, tout ça, n'efface pas pour autant justement, n'efface pas pour autant comment j'ai envie de dire, n'efface pas pour autant les enjeux et les défis qui peuvent être rencontrés. Parce que dans le processus d'internationalisation justement de chaque institution, il faut y avoir deux défis, toujours. Et très souvent, le premier défi que les gens considèrent, c'est toujours le défi parfois financier. Mais il y a un défi culturel qui est important. On parle de plus en plus de nos jours de la diplomatie culturelle. Et l'Afrique, justement, il n'existe pas une Afrique. Il existe des Afriques. Il existe une Afrique plurielle. La réalité, par exemple, au Cameroun, ne sera pas certainement la même qu'au Sénégal et ne serait pas la même, justement, en République démocratique du Congo ou encore moins au Kenya. Donc, ça, justement, il faut toujours l'avoir, justement, en tête. L'autre aspect, c'est que l'Afrique attire déjà beaucoup de pays. Vous avez justement, on en parlait tout à l'heure, les pays colonisateurs traditionnels, le Royaume-Uni et justement la France qui sont là, qui prennent une grosse part de marché. Et vous avez de plus en plus de pays, comme la Turquie, comme la Chine qui fait des percées justement sur le continent, comme la Russie aussi qui sont là, qui font des percées sur le continent. Ça, c'est extrêmement important justement. Pourquoi? Parce que ces gens-là, certes justement, la langue est une barrière chez eux, mais le coût est à leur avantage. Le coût est donc à leur avantage et sauf seulement là encore que le Canada jouit d'un capital sympathique, d'un capital émotionnel, empathique si vous voulez, très important au sein de la société africaine qui fait toujours que les gens sont capables de presque tout faire pour venir justement étudier dans les écoles canadiennes, étant donné justement la quasi-garantie de pouvoir avoir une vie après ici au Canada, étant donné que ce n'est pas un secret. Plus de 85% justement des étudiants internationaux qui arrivent au Canada décident de s'installer de façon permanente. Alors, l'autre aspect justement de cette stratégie, le troisième point sur cette stratégie justement, ce sera la réglementation justement des politiques d'immigration. J'ai quelque chose à dire sur cet aspect. Parce que dans la stratégie des réseaux, des collèges et des cégeps francophones du Canada, s'il y a un obstacle qui peut être perceptible quelque part, ce ne sont pas les membres du réseau. Ce ne sont pas les membres du réseau qui peuvent représenter l'obstacle pour eux. C'est le gouvernement du Canada qui peut, à un moment donné, représenter justement un véritable obstacle justement pour l'efficacité, l'externationalisation de l'expertise justement des membres justement du cégep. Pourquoi? À cause justement des politiques d'immigration qui sont parfois difficiles à interpréter. Au cours de l'année 2022, le gouvernement du Canada, au cours de l'année dernière, par exemple 2023, le gouvernement du Canada a émis plus de 1 million de permis d'études. Et dans les 1 million justement de permis d'études justement qui ont été émis justement par le gouvernement fédéral du Canada, 40%, 40% justement de ces permis d'études-là étaient justement destinés pour des étudiants originaires justement de l'Inde. Plus d'1 million de permis d'études émis. Vous avez l'Inde qui prend
40%, c'est-à-dire plus de 400 000 permis d'études à lui seul. Et je pense que la Chine, presque le même montant. La Chine, presque le même montant. 30 ou 40%. 35-40%. Oui, c'est ce que j'ai su aussi. Exactement. Sauf seulement que lorsque vous rentrez déjà cela, la Chine et l'Inde, lorsque vous prenez déjà, ils prennent déjà près de 80% justement de ça. Entendons-nous. Dans vos réseaux, là, Jean, avez-vous des étudiants indiens? Combien sont-ils? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Avez-vous des étudiants chinois? Combien sont-ils? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, justement, c'est une politique d'immigration. Je ne sais pas si c'est une politique d'immigration, mais c'est une façon de faire au niveau fédéral qui vient justement non pas handicaper des étudiants africains, parce que, encore, reconnaissons-le, et je le répète ici, les étudiants africains ont la possibilité d'aller en Turquie se former pour la même qualité justement de qualité de formation et à moindre coût. Ce qu'on m'a dit au niveau de l'immigration, parce qu'on a posé la question, parce qu'on a eu des enjeux, parce que toute la question de l'immigration provenant d'Afrique a posé un défi et il y a même eu des commissions parlementaires qui en ont parlé. Et moi, j'ai parlé avec certaines personnes qui m'ont dit que les chiffres aussi importants pour l'Inde et la Chine venaient du fait qu'il y avait plus de demandes de ces pays-là que des autres pays. C'est ce qu'on m'a dit. Mais là, maintenant, c'est à vérifier. Là, mais je vous laisse continuer là-dessus, mais ça, c'est la portion que j'avais comme information là-dessus, que ce n'est pas vraiment peut-être une politique du gouvernement, mais c'est une question d'offre et de demande, dans le sens qu'il y a eu tellement de demandes de ces pays-là que finalement, ils ont eu la part du lion pour ce qui a trait au permis d'études. Techniquement, est-ce que c'est quelque chose qui se comprendrait? Je pense que ça pourrait se comprendre à une certaine mesure. Mais regardons plutôt l'affaire justement d'un autre revers. Regardons le ratio demande et rejet des permis d'études provenant justement de l'Afrique. On le sait. Voilà. C'est très problématique. Exactement, c'est très problématique. Ouais. Le fait de, je pense justement que c'est un peu du saupoudrage, c'est de la poudre de perlimpinpin que de dire non, ils sont nombreux, donc ils font plus de demandes que l'Afrique. Non, l'Afrique en fait énormément de demandes. Si vous voyez, je serais curieux par exemple de savoir sur les 400 000 permis d'études qui ont été émis justement à l'Inde, combien de permis d'études ont été soumis pour obtenir justement les 400 000 et combien justement de permis d'études ont été soumis en Afrique pour avoir moins de 7 Ça, c'est là où il faut aller justement questionner l'affaire. Il y a des questions à poser, certainement. Il y a des questions à poser. Et ça ne menace pas les pays africains, comme je le dis. Avec 10 000 $, avec moins de 10 000 $, tu fais une bonne année scolaire en Turquie. Avec 10 000 $, tu t'en vas en Russie étudier et ça va bien. Encore une fois, je parle de la Russie. Là. Je veux dire, il ne faut pas... je suis là et je parle de la Russie en tant justement qu'une destination éducative. Hein. On exclut tout contexte actuel avec la Russie. C'est-à-dire que quand je parle justement de la Russie ici, je vois simplement qu'avec ce nombre d'argent, on est capable d'aller. Et même si on veut revenir dans les alliés traditionnels du Canada dans l'Union européenne, avec à peu près 5 000, 10 000 euros à peu près, tu fais une année scolaire justement assez raisonnable, moins de 10 000 euros, hein, vraiment moins de 10 000 euros, 7 000 euros. Tu fais une année scolaire raisonnable en Belgique, en France. D'accord. Au Canada, il faut compter justement presque le double pour pouvoir le faire. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a d'autres enjeux qui arrivent. C'est que dans cette stratégie-là, on ne peut donc pas justement, évoquer certaines questions que je vais éviter justement d'amener ici. Mais ce que je vais surtout faire relever ici justement, c'est que cette façon justement de trier des étudiants d'Afrique, d'Asie et de l'Inde justement, au détriment justement des pays, des étudiants africains, handicape et pose à long terme la question de la survie des collèges et des cégeps francophones du Canada. Il y a des collèges aujourd'hui, je suis un pur produit justement du système scolaire justement de la francophonie canadienne en situation minoritaire. J'ai eu mon bac à l'Université Sainte-Anne. Il y avait des programmes où nous étions 4 dans la salle. Il fallait avoir 4 étudiants pour ouvrir le programme. Et je me rappelle d'un cours où je voulais étudier justement dans ce programme-là j'adorais tellement ce professeur-là. Le cours n'avait pas été en mesure d'être offert cette session-là parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'étudiants. Ouais. Ça, là, nous, on a ces problèmes-là. Dans la francophonie aujourd'hui,
je ne suis pas certain que ce même problème se pose avec le même degré d'acuité, justement, chez nos collègues cégep et ces collèges anglophones. Parce qu'ils ont une manne de près d'1 million de personnes, justement, qui arrivent justement de l'Asie, qui arrivent justement de l'Inde, qui remplissent justement leur salle de classe. Ouais. En Afrique, 7%, 60 000 permis d'études actifs en 2023. Et sur les 60 000 permis d'études actifs en 2023, le Nigeria, un pays anglophone, se tire avec 14 000. Il te reste combien de pays francophones? Il te reste à peu près moins de 45 000, à peu près 45 000 étudiants francophones pour 50 collèges et cégep francophones. Et plus les universités. Exactement. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que techniquement, cette politique justement de l'immigration, cette politique justement de choix, je ne comprends pas toujours sur quoi est-ce qu'on se base, parce qu'on ne peut pas nous dire justement c'est les questions justement économiques, parce que les étudiants parfois ont des profils économiques extraordinairement importants qui mettent sur la table, mais IRCC décide justement de les recaler. Il faudrait que IRCC ait le courage de nous le dire pourquoi. Mais au moins, je le dis, pour le réseau, cela pose un problème de survie pour le réseau. Et non pas pour les étudiants. Et le réseau est au courant et l'ensemble des établissements postsecondaires francophones sont vraiment au courant. Merveilleux. De ça. Et ils travaillent. Et puis je pense qu'il y a des changements de politique qui sont en voie d'être réalisés par le gouvernement du Canada pour ce qui a trait à ça, parce que vous avez raison, ça crée des enjeux de programmes. De survie de programmes. Exact, de pérennité même des établissements. Mais si on revient à la présentation que vous faisiez, faudrait que nous, c'était beaucoup dans l'entretien et la stratégie qu'on voulait, c'était vraiment plus dans le développement d'expertise dans les pays. L'aspect de recrutement étudiant est certes important et on ne peut pas le négliger. Non, et il y a peut-être des connexions également avec l'aspect d'exportation des expertises. Alors, je vous laisse continuer avec la présentation. Oui, définitivement. Donc, définitivement, c'est clair justement que l'aspect recrutement est important, ou bien dans ce processus d'exportation de marché, d'exploration de marché justement en Afrique, l'aspect et recrutement doit toujours être gardé justement en arrière-plan. Là. Et donc, pour finir justement avec cette diapo-là, il faut toujours, je pense que c'est important aussi pour les réseaux et les collèges, le réseau des collèges et des cégeps francophones du Canada de toujours avoir justement un service additionnel de soutien en immigration. Parce qu'au niveau fédéral, c'est à peu près plus de 80 programmes d'immigration qui existent en ce moment. Et il est extrêmement important en ce moment-ci que dans les collèges et les cégeps d'avoir des personnes ressources qui sont capables de pouvoir répondre aux questions justement en lien avec l'immigration pour des étudiants qui sont en Afrique, une sorte de service pré-départ pour pouvoir les offrir. Donc, ça peut être quelque chose qui est important. Je sais déjà qu'il y a déjà ces services comme ça qui existent dans certains collèges, dans certains cégeps. À l'Université Sainte-Anne dont je suis le produit, j'avais vu quelque chose comme ça se développer et ça fait plus de 6 ans aujourd'hui et je crois justement que c'est une pratique qui s'est répandue un peu partout. Prochaine. Alors, ici, tout à l'heure, justement, Marc, Jean, tu évoquais justement les pays, par exemple, par exemple, cibles. Et si on se base sur les chiffres, par exemple, si on se basait, par exemple, sur les chiffres, par exemple, de l'année, je pense de l'année 2022 ou quelque chose comme ça, les pays francophones africains qui envoient le plus d'étudiants, justement, étudier en France, c'est-à-dire qui envoient les étudiants étudier à l'étranger, vous les avez justement là par ordre. Vous avez le Maroc, 46 000 étudiants marocains sont partis étudier en France en 2022. L'Algérie avait 30 000, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui arrivent justement avec 9 000 personnes. Ça, on parle uniquement de la France. Pourquoi la France? Parce que justement, la France est un meilleur témoin pour permettre justement au cégep et au collège francophone de dire, si on arrive justement à positionner, à concurrencer justement ce pays-là, à être présent sur le terrain, à développer une certaine stratégie, il y a un besoin et il y a une demande. On ne parle pas justement du degré des autres qui sont partis, par exemple, au Royaume-Uni. On ne parle pas de l'Allemagne qui vient, par exemple, piocher bien nombre justement d'autres personnes. On parle uniquement ici de la France pour essayer justement de donner, par exemple, une idée de combien est-ce que ça peut être. Ne parlons pas du Canada, parce que le Canada, en termes justement d'étudiants étrangers en Afrique, n'est pas un gros joueur. Oui, c'est vrai, n'est pas un gros joueur, mais attention, est un joueur qui est très apprécié, est un joueur qui est très aimé. Mais finalement, c'est un joueur qui est très absent.
c'est une situation du « je t'aime moi non plus ». Si tu vois un peu. C'était un rendez-vous manqué. C'était un rendez-vous manqué, si tu veux. Alors, parce que tu vas voir, le Maroc, à lui seul, envoie 46 000 étudiés en France. Le gouvernement fédéral du Canada n'a émis que 60 000 permis pour l'Afrique, et dans lequel 14 000 étaient du Nigeria, un pays anglophone. Donc, vous comprenez justement tout ici que c'est un vrai rendez-vous manqué. Le besoin, il est là. Et nous, on a la chance, justement, là, en tant qu'organisme dans cette diplomatie non gouvernementale-là, de pouvoir dire la vérité, justement, à nos clients, justement, de dire, nous, on a fait, par exemple, 18 mois sur le continent. On a voyagé un peu partout. Dans aucun endroit, Jean, dans aucun ministère, on est arrivé et on n'a pas vu un seul chef-service ou un chef directeur de services centraux qui n'était pas lié au Canada d'une quelconque façon que ce soit. Soit parce que sa femme y travaille, soit parce que son enfant y étudie, soit parce que son neveu ou quelque chose comme ça est au Canada. Le Canada a une liaison absolument naturelle justement avec l'Afrique. Et le Canada est très, très apprécié justement en Afrique. Mais le Canada est étonnamment absent sur le continent. C'est pourtant un marché extrêmement foisonnant et où le Canada, le réseau des collèges et des cégeps peuvent définitivement s'implanter et faire justement des choses extraordinaires. J'en ai de beaux exemples justement en tête, mais ce serait nécessairement pas peut-être l'endroit ici peut-être pour évoquer peut-être le travail que nous faisons justement avec certains justement de vos membres que tu connais certainement. Ouais. Mais c'est important quand même de dire à quel point lorsqu'on arrive en Afrique, en tant qu'institution et qu'on essaye de se positionner en tant qu'une institution de formation technique et professionnelle canadienne, le regard change. On est très intéressé. Parce que le système en lui-même en ce moment, le système de formation, d'éducation en Afrique en ce moment, il est de plus de 60 ans, hérité de la colonisation et dont justement l'ordre gouvernant a besoin d'être réinventé. Réinventé complètement. Ouais. Et le modèle à suivre, c'est celui du Canada. Ouais. Donc, prochaine diapositive. Prochaine diapo. Et parmi, dans ce deuxième point, justement, qu'on va au niveau des investissements initiaux, justement, ce serait la diversité, justement, des programmes éducatifs et opportunités de partenariat stratégique. Alors, d'abord, le Canada est un pays c'est un pays continent. Un pays continent par sa superficie, mais un pays, on a souvent l'habitude de dire en Afrique que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, à cause justement de la diversité, de la flore, de la faune, de minéraux souterrains. De toute l'Afrique, tu les retrouves justement en Afrique. J'ai envie de dire, le Canada, c'est en quelque sorte justement le monde en miniature. Le Canada est très bien positionné justement dans le secteur justement de l'agroalimentaire. Le Canada est très bien positionné dans le secteur justement des technologies de l'information et de la communication. Le Canada est très bien positionné justement dans le secteur de l'intelligence artificielle. Le Canada est très bien positionné justement dans plein de secteurs miniers, communication et de l'éducation. Donc le Canada justement a su au fil des années développer justement, miniaturiser justement les différentes capacités justement du monde sur son propre territoire. Et donc, cela se perçoit très bien justement au niveau justement des programmes, de la conception des programmes éducatifs justement dans les collèges et les cégeps. Ouais. On offre justement des programmes agricoles, il y a des programmes justement de techniciens agricoles, des programmes en foresterie, il y a des programmes justement des programmes de mines, en géologie et tout ça. Tout ça dans le secteur justement le secteur justement dans le réseau finalement des collèges et cégeps francophones. Et ça, ce qui est plus à l'aise et ce qui est plus important, c'est justement le défi formation expérientielle. Lorsque quelqu'un obtient par exemple un diplôme ou bien suit un cycle dans un collège, par exemple en géologie ou bien en technicien, en technique forestier ou en technique juridique ou quelque chose comme ça, il est prêt sur le marché de l'emploi. Ouais. Il est prêt tout de suite à prendre le travail, à prendre le relais, à être serviable sur le marché de l'emploi demain. C'est ce programme expérientiel-là, qui fait justement qui fait du Canada
à travers cette gamme cette gamme de programmation extrêmement diversifiée, très, très important. Et une autre force des collèges, c'est que les collèges développent les formations qui sont nécessaires pour les secteurs industriels ou économiques de leur région. Absolument. Et pour un continent comme l'Afrique, on sait avec toute sa disparité sur le plan des secteurs économiques, cela permettrait justement que les collèges aident les gens dans les pays d'Afrique justement à connecter en termes de besoins socio-économiques Absolument. avec la formation. Donc, de finalement faire ce qu'on appelle l'adéquation formation, emploi. Exactement. Alors ça, les collèges sont très bons là-dedans. C'est très bien justement que tu mentionnes justement ça, Jean, que tu ramènes ça justement au-dessus de la table. C'est justement pour ça. Vous avez en Afrique des multinationales qui sont là, qui sont parfois obligées de pouvoir importer de l'expertise à l'international. Vous avez, sans publicité, Total, vous avez des entreprises brassicoles, vous avez des entreprises justement technologiques et tout ça, qui sont là, mais qui n'ont pas le bassin justement de travailleurs formés, qualifiés, prêts à l'emploi tout de suite. Alors, ce qui se passe justement en Afrique, c'est que les formations justement dans les collèges en Afrique, et il ne faut pas mal interpréter justement ce que je dis. Obtenir un diplôme en Afrique, c'est largement des diplômes qui sont extrêmement qualifiants. Extrêmement qualifiants. Quand vous voyez justement quelqu'un qui a fait un master en Afrique, c'est quelqu'un qui est extrêmement bien dans ce qu'il a étudié et il est fort là-dedans. On ne discute absolument pas de ça. Le problème ici, c'est au niveau de l'expérience. L'adéquation entre cette formation-là et la réalité sur l'emploi. C'est quelqu'un qui est énormément doté des connaissances théoriques, mais qui en pratique, justement, aurait besoin, ne serait pas largué dans la pratique, il ne sera pas largué dans la pratique. Il aura besoin d'un temps d'adaptation. Pour les entreprises qui sont extrêmement capitalistes, ce temps d'adaptation-là coûte de l'argent. Exact. Les collèges et cégeps justement francophones, en développant des stratégies de partenariat avec des institutions locales, universitaires locales, peuvent proposer, comme tu étais en train de le dire, des programmes de formation sur mesure, basés justement sur les compétences recherchées par ces entreprises-là. Et sur les expériences nécessaires. Et sur les expériences nécessaires aussi. Et ça, justement, c'est un marché extraordinaire. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de la diversité justement des ressources de besoins, par exemple, en Afrique. Si tu es au Sénégal dans le secteur de la pêche, si tu es au Sénégal dans le secteur du gaz, le Sénégal s'en vient, le secteur de la pétrochimie, le Sénégal s'en vient. Si tu es au Cameroun, les mines, tout ça, ça prend justement des gens qui sont capables justement de pouvoir... Tous ces pays en Afrique ont besoin de passer d'une pêche de subsistance à une pêche commerciale et professionnelle. Ils ont besoin de passer justement à une exploitation de ressources professionnelles justement. Et de passer à la limite à la transformation. À la transformation, mais non pas. Ils n'ont pas justement un système éducatif qui est capable justement de les accompagner dans ce secteur-là. Du moins, ils n'en ont pas suffisamment. D'accord. Et c'est là où justement les réseaux et les collèges justement peuvent venir justement proposer quelque chose qui n'existe pas et qui peut justement définitivement à la longue permettre justement à ces gens-là de pouvoir permettre justement à ces agents économiques du marché, des acteurs économiques du marché africain, de pouvoir trouver en eux des véritables partenaires pour la formation justement de la main-d'œuvre locale dont ils désirent. La prochaine diapositive. La prochaine diapositive, on va traiter ici justement de l'analyse et justement de quelques aspects de marché. Alors, l'éducation technique et professionnelle justement en Afrique est un aspect justement qui est extrêmement crucial. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la mesure où la vision est au niveau continental. Et je préfère justement parler de cette vision continentale-là parce que nous, avec POMBRIDGE, justement, on a une présence beaucoup plus continentale et je pense justement que le réseau recherche quelque chose qui est beaucoup plus global. Et cela permet justement de voir les différentes tendances justement et les préférences justement des étudiants et des parents en matière de formation technique et professionnelle à l'étranger pour leurs enfants. Donc, il sera donc
dans cet aspect-ci, l'objet et finalement serait justement de pouvoir analyser les tendances, de pouvoir analyser les tendances justement éducatives en Afrique, y compris justement les préférences des étudiants, les préférences justement des parents qui souhaitent naturellement pouvoir envoyer leurs enfants étudier à l'international. Donc, le premier point ici serait la formation professionnelle et technique. On a parlé tout à l'heure quand tu évoquais par exemple la diversité des secteurs justement, des secteurs économiques. Je te parlais du gaz, je te parlais du pétrole, je te parlais de l'environnement, je te parlais des techniques de l'information, mais il y a aussi la santé, il y a le secteur de la fabrication. L'Afrique importe tout, jusqu'au papier toilette. C'est incroyable. Pourtant, l'Afrique a une réserve importante forestière, importante. Mais il n'y en a pas. L'Afrique, c'est 60% de la réserve mondiale en matière d'énergie renouvelable. Mais l'Afrique est condamnée à attendre de l'expertise internationale pour transformer justement ce savoir, ce cadeau du ciel qui leur est donné. Alors, l'Afrique, c'est dans les 25 prochaines années, 2,5 milliards d'habitants qu'il va falloir justement éduquer, chausser, vêtir, soigner et surtout nourrir. Il est important donc de parler de la logistique, par exemple, de parler de l'agroalimentaire. La logistique parce qu'il faut penser à former des gens qui sont capables de penser, de développer justement des chaînes d'approvisionnement. Ça, les collèges et les réseaux justement sont capables d'arriver là et de se positionner là sur ces secteurs-là. Et l'Afrique, il va falloir déplacer ce monde-là. On est dans un contexte justement de libre marché. Le secteur de l'aviation. On forme justement, des gens viennent ici au Canada, ils font 2 ans justement de formation et ils deviennent pilotes, ils rentrent tout de suite dans le secteur. L'Afrique en a besoin de ce genre de formation-là. Beaucoup plus important, de manière importante qu'on le pense. Il va falloir faire bouger tout ce beau monde-là. Donc voilà en quelque sorte justement les différents secteurs qu'on peut évacuer ici. Vous allez voir dans la prochaine diapositive, justement qu'ici on parle aussi, on évoquait tout à l'heure ensemble, Jean, la question justement de la refonte justement de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Ce qui est actuellement aujourd'hui en Afrique, c'est le système éducatif qui est présentement justement en Afrique, c'est un système qui est essentiellement hérité de la colonisation, qui est hérité justement des pouvoirs des anciens colonisateurs et qui a montré ses limites. Aujourd'hui, l'Afrique est dans une perspective justement de refonte de son système éducatif. Et il est important de remarquer que dans ce processus, dans cette ambition de refonte de son système éducatif, les États sont très sensibles justement au système éducatif canadien. Et là où c'est important justement ici, c'est que les réseaux et les membres du réseau et des collèges francophones, les membres des collèges et des réseaux, les membres du réseau des cégeps et collèges francophones du Canada, je vais y arriver, Jean. Vous pouvez seulement dire réseau des collèges. Réseau des parce collèges. Que les cégeps sont des collèges. Sont des collèges, voilà. Donc, les membres justement du réseau des collèges ici peuvent se positionner non plus comme étant des potentiels partenaires pour les institutions, leurs homologues en Afrique, mais se positionner ici comme étant des potentiels pourvoyeurs de services auprès des gouvernements pour accompagner les gouvernements africains dans ce processus de refonte de système-là qui le place dans la posture peut-être des consultants ou bien de prestataires de services pour accompagner ces États-là. Et nous, aujourd'hui, on a à peu près quoi? On a déjà à peu près 2-3 pays justement qui nous ont approchés justement dans cet aspect-là. Je pense qu'on en a discuté justement de ça, où ils ont besoin justement de se faire accompagner dans ce processus justement de refonte de leur système éducatif en matière de formation technique et professionnelle. Donc, les collèges peuvent aussi, là aussi c'est un marché, mais c'est un marché qui est beaucoup plus important aussi, qui est beaucoup plus important, sinon beaucoup plus important justement que le secteur éducatif, que d'accompagner des États dans leur processus de refonte des systèmes éducatifs. Donc,
Dans cette réforme de l'enseignement technique dans cette réforme justement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il ne faut pas ignorer la question justement des technologies de l'information. On ne va pas s'attarder là-dessus, là, mais on ne va pas s'attarder sur cela, mais on a déjà évoqué à quel point justement il était possible de développer des partenariats avec des écoles, des universités, des instituts de formation technique en Afrique, avec un membre du réseau qui lui permettrait, par exemple, d'exporter son savoir-faire et son expertise dans ce pays-là. Naturellement, on ne va pas le faire avec n'importe qui. Il y a un processus, justement, de choix, de sélection de partenaires qui va se faire. Donc, et le COVID, justement, a démontré, finalement. Aujourd'hui, je suis très, très souvent en Afrique et je suis toujours assez incroyablement surpris, mais impressionné par l'ingéniosité justement des étudiants ou des professeurs qui dispensent les cours via WhatsApp et via Zoom. Bon, via Zoom, ça va, là. On a connu Zoom ici durant la pandémie, mais WhatsApp, c'est quand même quelque chose. Vous avez un enseignant qui crée, par exemple, un groupe. Il est peut-être enseignant, peut-être, disons, de, je ne sais pas, marketing. Il a 60 élèves ou bien il a peut-être 200 élèves. Il crée un groupe. Il met tous les élèves, 300 élèves qui sont là-dedans. Et il dit, OK, voici le cours de cette année. Il envoie ça de cette semaine. Voici, il envoie ça par PDF. Les étudiants les étudient comme ça. Oui, il le fait. Mais il y a quelque chose là qui parle, qui dit, s'ils avaient, par exemple, un partenaire qui était capable d'outiller et de faire les affaires différemment, ça pourrait attirer, ça pourrait ouvrir la porte à un marché beaucoup plus important. Et ça aussi, justement, c'est quelque chose qui est, c'est un marché pour le réseau justement des collèges, de pouvoir arriver et de proposer une solution à travers l'éducation à distance, de proposer une solution à des étudiants qui ont les moyens de payer. Parce qu'il faut le dire, là. C'est-à-dire que les étudiants ont les moyens de payer. Et ça permettrait justement au réseau des collèges justement de dire, on comprend que l'éducation à distance, on comprend que ça peut être très difficile pour une famille de payer le billet d'avion, de payer des études ici au Canada à partir de l'Afrique, mais il y a certaines familles qui, on peut leur dire, vous n'avez pas besoin de bouger de chez vous, nos programmes viennent vous trouver ici, chez vous, à partir justement de chez vous, à travers une entente avec un des partenaires qui est sur place. Ça, c'est un changement de plan. Ça serait vraiment, les anglophones parlent de game changer là, dans la perspective. Mais bon, le réseau aura, les membres du réseau auront toute l'amabilité justement d'envisager des stratégies qui pourraient nécessairement leur convenir. Prochaine diapositive. Prochaine diapo. Alors, évidemment, on a déjà évoqué ces éléments-ci. On parle justement de ces opportunités. On parlait de ces questions justement de permis d'études, les disparités qui existent qui existent justement au niveau de IRCC par rapport à ce qui concerne l'émission des permis d'études. Et voilà. Donc, les top pays, les pays là où il y a vraiment du potentiel, les pays francophones, ils sont là, mais il ne faut pas oublier justement d'autres pays anglophones comme le Nigeria, il ne faut pas oublier le Ghana, il ne faut pas oublier le Kenya, qui sont aussi des pays assez importants, qui envoient des étudiants à l'international aussi de manière importante. Donc, je crois que sur cet aspect-ci, il est extrêmement important de pouvoir identifier justement des pays spécifiques dans lesquels on veut se lancer. Et à partir de ce moment-là, on peut faire un accompagnement beaucoup plus ciblé. La prochaine diapo nous amène sur la segmentation justement du marché. C'est bien beau justement de faire une analyse de marché, d'identifier justement des pays qui sont plus porteurs. Et l'autre aspect justement, c'est de voir quels sont, de catégoriser finalement ce marché-là. 62% justement des Africains aujourd'hui ont moins de 25 ans. Si tu lèves ça de moins de 35 ans, on tombe certainement entre 75 et 80% justement des Africains aujourd'hui qui ont moins de 35 ans. Et plus de 40% justement sont des chômeurs. Il y a un vrai problème.
le système éducatif encore là en Afrique est en cause parce que c'est un système éducatif colonial francophone qui envoie l'enfant qui promeut beaucoup plus l'accumulation des diplômes que l'accumulation justement de l'expertise et du savoir-faire. On se retrouve justement avec des gens qui ont des masters, qui ont des doctorats. Mais on a besoin de plombiers. On a besoin de plombiers, voyez-vous. On a besoin de plombiers, on a besoin de soudeurs, on a besoin justement des architectes, exact. On a besoin justement des médecins, on a besoin des technologues. Et vous allez arriver à l'université, on va vous... Vraiment, j'ai eu un baccalauréat justement en philosophie et lettres, dont je n'ai rien ce ne serait pas faire de l'insulte justement que de dire ça, mais... Donc, vous n'êtes pas plombier. Non, je ne suis pas plombier. Mais je veux dire, d'un point de vue pratico-pratique, vous allez voir énormément de gens justement dans des programmes qui sont faits. Il y a très peu de programmes justement techniques comme ceux-là qui sont développés, qui sont capables, par exemple, de former, par exemple, un plombier qui est capable de dire, OK, je suis plombier certifié, je commence ma business demain et je commence à recruter 2 personnes, 2-3 personnes et de lancer justement ma business. Ça, justement, en créant des professionnels qui sont capables de se prendre en charge, c'est des entreprises d'une certaine façon que vous êtes en train de créer. Par contre, vous allez voir, on étudie beaucoup la philosophie, la poésie, la littérature. C'est beau pour la beauté de l'âme et tout ça. Mais ici, ce sont des programmes qui viennent aider beaucoup la classe moyenne. Voilà. Et pour la classe moyenne dans un pays, c'est quelque chose de très important. C'est la classe moyenne qui soutient toujours l'économie. Toujours l'économie. Et autant, justement, au Canada, par exemple, c'est la classe moyenne qui soutient l'économie, l'Afrique est un continent où la classe moyenne est à construire. Vous avez des pays, par exemple, prenons le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, lors d'une étude qui est parue récemment dans la conférence Risque Pays, qui a été développée justement par Bloomfield Investment Corporation, on se rend justement compte que 5% justement des entreprises et des multinationales étrangères créent 80% justement de la richesse. Ah ouais. Et cela démontre justement à quel point justement le tissu économique est essentiellement inexistant et où justement on a une classe moyenne qui est relativement faible. Au Canada, on a une classe moyenne qui est forte et donc justement qui est capable de se prendre en charge d'une façon relative. Mais ça aussi, il faut relativiser ça dans la perspective où l'économie africaine est une économie beaucoup plus informelle et que dans les calculs, parfois, cela n'est pas pris en compte. Donc, dans cette catégorisation, dans cette segmentation, il y a de l'âge, bien sûr, il y a les besoins éducatifs et des préférences d'apprentissage et naturellement, il y a les niveaux d'éducation. Oui, le niveau d'éducation, c'est important parce que certains pourraient chercher, par exemple, des programmes de premier cycle après le lycée, tandis que d'autres préféreraient, par exemple, des programmes de formation complémentaires professionnels. Ouais. Vous allez avoir des gens qui ont déjà, par exemple, un master, par exemple, je ne sais pas, en administration publique, mais qui voudraient, par exemple, aller chercher quelque chose en fiscalité pour le compléter, ou bien une certification en fiscalité pour le compléter. Donc, il y a ces éléments-là qui sont au niveau aussi, qui sont à prendre définitivement en compte dans cette stratégie-là. Prochaine diapositive. Prochaine diapo. OK, là, il nous manque 3. Et j'espère que je fais ça vite. Alors, le prochain, justement, en restant justement dans la segmentation justement du marché, Jean, tu vas te rendre compte, et l'adaptation justement de l'ordre éducatif, tu vas te rendre compte justement de l'importance ou encore du marché qui existe justement pour le Canada. Donc, ici, on parle de l'intérêt académique des secteurs à fort besoin de compétences techniques et professionnelles. Seigneur. On en parlait tout à l'heure, de la diversité. Tu parlais justement de cette diversité justement des secteurs. Là, on parlait du gaz, on parlait du pétrole, on parlait de ces éléments-là. Là aussi, c'est là où l'Afrique a besoin de faire former, d'avoir justement un capital humain extrêmement bien formé, capable justement de prendre la relève et donc pour l'ensemble justement du secteur pour l'ensemble du secteur justement professionnel des entreprises, c'est important pour eux d'avoir justement de la main-d'œuvre locale sur place capable justement de le faire. Donc, malheureusement, très souvent, ils sont obligés justement d'importer ces expertises-là. Donc,
L'intérêt académique et les besoins à fort potentiel, c'est important justement dans cette offre-là de pouvoir l'adapter pour le réseau des collèges, justement de pouvoir adapter leur offre en fonction, c'est important, d'adapter cela en fonction justement des besoins locaux. Tout à l'heure, tu disais par exemple qu'il y a des collèges ici au Canada qui adaptaient leur offre de formation en fonction des besoins du marché local dans leur localité. Ce serait la même attitude qu'il faudrait adopter lorsqu'il faudra exporter cette expertise-là. Et naturellement, des capacités financières. L'argent est toujours le nerf de la guerre. Étudier au Canada, ça coûte cher. Je suis un pur produit justement de l'éducation. Je n'ai pas fait d'expérience, je n'ai pas eu d'expérience éducative. Non, je n'ai pas eu d'expérience universitaire en Afrique. Tout de suite après mon secondaire, je suis venu au Canada. Et j'ai eu la chance de pouvoir, je ne sais pas, la chance ou peut-être pas, de pouvoir remarquer à quel point justement c'était extrêmement brutal, c'était extrêmement coûteux et à quel point c'était extrêmement demandant et sacrificiel aussi justement d'envisager de faire ses études au Canada. Et donc justement les collèges pourraient, dans cette perspective-là, de pouvoir contourner cet enjeu-là, de pouvoir élaborer justement des partenariats avec des institutions justement sur place et d'offrir justement de la formation à distance sécurisée. De plus en plus d'universités le font, de plus en plus de vos membres aussi le font d'amplitude. Il faut amplifier ça parce que le marché, il y en a. Définitivement, le marché, il y en a. Et tout le monde est capable justement d'avoir sa part du gâteau. Alors, le dernier point justement sur cet aspect justement de la segmentation du marché justement, c'est les partenariats stratégiques. On a déjà parlé, hein, c'est-à-dire élaborer par exemple des partenariats stratégiques avec les institutions, les institutions universitaires d'enseignement technique d'Afrique, par exemple. C'est-à-dire qu'on pourrait envisager une perspective où un membre du réseau pourrait se mettre en partenariat avec un collège ou une université en Afrique, offrir et permettre justement des échanges, à la fois des échanges des étudiants, mais aussi des échanges justement des enseignants pour permettre justement le développement des compétences et le renforcement des capacités du personnel enseignant. Ça aussi, c'est très, très important parce qu'il y va aussi de la crédibilité justement de l'offre éducative des collèges des cégeps francophones. Donc ça, quand même, c'est quelque chose qui est important. Et dans ce partenariat stratégique-là, parallèlement, cela va contribuer justement à la promotion des programmes des cégeps et des collèges sur place. Et on pourrait très bien envisager des perspectives où, les 2 premières années, par exemple, les 2 premières années d'un collège ou bien d'un de vos membres se fera en Afrique et les 2 dernières années, par exemple, viendra se faire ici. Et à partir de ce moment-là, ça pourrait permettre justement au réseau et aux membres du réseau de pouvoir regarder très bien, de suivre le cheminement justement de chaque étudiant qui l'accueille, d'être finalement confortable de pouvoir accueillir cet étudiant-là finalement. Donc, tout ce travail permettrait 2 choses. Promouvoir l'expertise et le savoir-faire canadien du réseau, des membres du réseau à l'international, promouvoir cette expertise-là, exporter cette expertise-là, donc finalement les vendre, mais aussi à la longue justement de sauvegarder justement sa survie. Parce qu'en exportant, au lieu de fermer un programme parce qu'il n'a que 4 élèves, ben on pourrait le laisser ouvert parce qu'il aurait par exemple une 60aine d'étudiants par exemple basés en Afrique qui vont prendre ce programme-là à distance. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, ça quand même, c'est quand même quelque chose justement de pouvoir explorer sur cet élément-là. Et ça, en partenariat avec ces institutions et ces partenaires-là, ils peuvent très bien organiser une fois par année, d'organiser par exemple un salon sur place, je ne sais pas. Vous n'aurez plus, par exemple, à attendre peut-être Édu-Canada ou quelque chose comme ça, avec une mission, peut-être une personne, vous envoie une personne pour faire rencontrer du monde, parler des programmes sur place avec un 5 000 $, ça se fait bien. Hein, et du coup, vous sortez du canevas exigeant du fédéral
pour être en mesure de mener vous-même vos propres actions grâce à ce partenariat-là et grâce à ces partenaires qui sont déjà implantés sur place. Et parfois, ces partenaires qui sont déjà implantés sur place peuvent d'ailleurs vous emmener dans des institutions d'enseignement secondaire, donc dans les élèves de terminale, les lycées, là-bas, pour promouvoir les programmes à partir du lycée et préparer les enfants. C'est extraordinaire, justement. C'est pour ça que cette stratégie, je la vois beaucoup plus comme une stratégie proactive qui permet justement au collège et au cégep, justement, d'aller de l'avant, de prendre du terrain, de prendre des mesures et de ne pas attendre justement le fédéral pour qu'il fasse. Il y a des collèges déjà qui font ce genre de travail-là. Il y a plusieurs de nos membres qui le font et le font très, très bien. Absolument. Mais l'enjeu, souvent, c'est peut-être qu'avec les plus petits collèges, avec moins de capacité, ne sont pas toujours en mesure de le faire, d'une part. Et d'autre part, il y a l'enjeu de la diligence raisonnable. C'est-à-dire que si on est pour rentrer dans un partenariat avec un établissement ou une entreprise à l'international, on n'a pas vraiment l'historique de cette entreprise-là. Donc, il y a un aspect de diligence raisonnable à faire pour s'assurer qu'on fait des partenariats avec des organisations dans lesquelles on peut avoir confiance. Et fait que ça, c'est un enjeu très important, là. C'est extrêmement un enjeu et je vous le comprends. C'est tellement un enjeu à la fois important en Afrique que ça l'est aussi pour le Canada. Ouais. Il y va aussi de la crédibilité justement de vos membres qui décident justement de savoir avec qui est-ce qu'on veut se mettre en affaire. C'est la raison aussi pour laquelle justement nous, par exemple, on fait ce travail-là de pouvoir déblayer, de pouvoir aller chercher justement des institutions qui sont, de faire des propositions justement autour des institutions qui ont une certaine qualification, qui ont un certain historique, qui ont un certain savoir-faire. Donc, une solidité institutionnelle. Une solidité institutionnelle. Ouais. Quand on vous dit, par exemple, que, bon, OK, dans celui-ci, vous avez telle personne qui a fait telle chose, il est sorti de cette école-ci, là, ou au moins, ça vous dit au moins que la personne... Ça, c'est une connaissance fine que nos réseaux n'ont pas nécessairement. N'ont pas nécessairement. Ils ont besoin. Et ils en ont besoin. C'est pour ça, justement, que cet accompagnement-là, on l'offre, justement, que ce soit dans le secteur de l'éducation, mais dans plein d'autres affaires. Et je le dis toujours, et je l'entends toujours. Oui, on aime bien, justement, le marché de l'Afrique, ça se développe bien, mais on ne connaît pas comment on va s'y prendre. On va faire quoi là-bas? On va travailler sur quel projet là-bas? Non, nous sommes là pour ça. C'est la raison pour laquelle Spambridge existe. On identifie, on répertorie et on fait un inventaire justement des opportunités justement de collaboration qui sont là. Et évidemment, tu le sais, on a déjà évoqué cette possibilité-là justement dans 2 pays. Ou à partir de demain matin ou quelque chose comme ça, on est capable de dire, OK, on y va, voici comment on va s'organiser, Et ça ne prend justement, cette question justement de due diligence-là, vous vous sauvez justement de la matière, par exemple, à ça. Vous vous sauvez justement de l'ouvrage, les membres se sauvent de l'ouvrage et se sauvent justement plein de choses. Donc, je pense que oui, c'est important de faire des partenariats. Mais la question de savoir avec qui on fait des partenariats. Toujours, oui. Prochaine diapositive. La prochaine diapo, c'est au niveau donc justement évidemment, cette stratégie que vous êtes en train de regarder aujourd'hui, hein, c'est quand même, c'est une stratégie ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est quelque chose qui rentre, qui vient plutôt bonifier un travail qui avait déjà commencé depuis. Et on n'est pas là juste peut-être pour vous présenter quelques belles paroles ou quelque chose comme ça. C'est important de dire justement que l'ambassade, le Haut-Commissariat justement de la République du Togo, du Sénégal, du Congo, du Maroc, le Haut-Commissariat de la République du Ghana, de la Côte d'Ivoire sont partenaires justement de cette initiative-là et ont eu la chance d'ailleurs de vous rencontrer lors de notre dernier café diplomatique et nous en sommes extrêmement heureux et nous en sommes extrêmement fiers d'avoir été sollicité finalement. Je t'en remercie encore de cette confiance-là. Mais la présence de ces partenaires stratégiques autour de ce projet témoigne aussi du besoin. De l'intérêt pour les membres qui sont là. Et nous, c'est une façon de dire, il y a un travail qui a été fait là-dessus.
Et la moitié du travail, justement, ne dépend peut-être que de vos membres. Exact. Et du fait que certains membres vont vouloir s'avancer pour proposer des projets. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on peut informer également les gens qui nous écoutent que nous avons en ce moment en ligne une plateforme qui s'appelle collegeco.ca. Magnifique. Et la plateforme collegeco.ca, c'est vraiment une plateforme pour faire du B2B, c'est-à-dire que si, justement, on en parlait il y a quelques instants, un établissement en Afrique veut faire un lien avec un établissement membre de notre réseau, Oui. peut utiliser justement la plateforme pour présenter le projet et par la suite, peut-être qu'il y aura l'intérêt d'un des membres du réseau pour faire affaire. Mais je pense qu'il faut dynamiser ça. Je pense qu'il y a une façon d'encourager peut-être les gens dans les pays à utiliser la plateforme et également à nos membres à utiliser la plateforme. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la plateforme, elle existe. Il suffit maintenant à ce que nos membres s'en servent et que des partenaires à l'international s'en servent. Définitivement. Il y a définitivement un réel besoin au niveau justement de la vulgarisation justement de cette plateforme-là, puisque cette plateforme-là trouve toute sa place et tout son intérêt dans la perspective justement du jumelage. Et ce qu'on voit toujours dans le secteur de l'enseignement professionnel et technique, justement, c'est des questions justement de codiplomation, qui est très, très important, par exemple. Et ça, c'est important qu'on peut tout à fait, absolument, de façon naturelle aussi, reconnaître le besoin des collèges et des cégeps, justement, du Canada, de pouvoir s'assurer du sérieux ou des institutions avec lesquelles ils souhaitent se lancer dans ce programme-là. Même si ce n'est pas de la codiplomation, ça peut être justement le partage de programmes. Il y a plusieurs façons pour les universités de pouvoir collaborer. Et nous, on est essentiellement aussi là pour ça. C'est-à-dire, oui, on comprend... l'encadrement de l'initiative. L'encadrement de l'initiative et tous ces éléments-là. Donc, on est essentiellement là dans cette mouvance-là. Et non, définitivement, je pense qu'il y a quelque chose justement à aller promouvoir de ce côté-là. Alors, dans cette mise en place justement de la stratégie-là, il y a bien sûr des préalables. Définir, par exemple, il faut s'asseoir, par exemple, avec des collèges et des cégeps, par exemple, définir les critères de sélection des établissements avec lesquels on souhaite justement se mettre en partenariat, la prise de contact, la mise en œuvre justement des suivis des accords justement de partenariat. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut essayer justement d'aller regarder. Évidemment, la mise en place justement des mécanismes de suivi opérationnel. On peut très bien justement envisager un déplacement 1 ou 2 fois par année d'un partenaire canadien qui s'en va par exemple sur place pour s'assurer que les cours sont donnés de façon convenable, la façon justement de faire respecter les normes et la déontologie justement canadienne. On peut très bien justement envisager cela. Et cela peut définitivement permettre de garantir, d'assurer finalement, de rassurer finalement des partenaires de deux bords finalement, de la crédibilité justement du programme qu'ils sont en train d'exporter à l'international. Nous, on ne dit pas rentrez dans un partenariat et ne faites pas le suivi. Non, on dit rentrez dans un partenariat et investissez-vous de la même manière parce que c'est votre image que vous êtes en train d'exporter à l'international. Ouais. Alors, ça complète la présentation de la stratégie. Oui, je pense que c'est la dernière diapo. Évidemment, là... on parle de marketing et communication. Là, ici, on parle justement de marketing et communication, mais je pense justement qu'on a déjà, tout ce qui est sur cette plateforme, sur cette diapositive-ci. Marketing et communication, on parlait justement de tout ce qui est des outils web, Facebook et machin et tout ça. Donc ça, c'est important. Le soutien et le suivi, on en a vu justement. Le service aux étudiants, c'est important. Oui. L'accueil pour les étudiants, comment ils se sentent dans la communauté, comment est-ce qu'on peut mettre les services disponibles pour eux. J'étais dans l'Acadie de la Nouvelle-Écosse, dans la petite municipalité de Clark, 6 000 habitants. Je sortais justement de Douala, 4 millions d'habitants. À Pointe de l'Église. À Pointe de l'Église. Alors, c'est important, par exemple, c'est important, par exemple, de mettre sur pied, par exemple, un processus d'accueil et d'intégration, justement, des étudiants pour qu'ils puissent se sentir là. Ouais. C'est dommage de former des gens pour qu'ils partent. Mais... on ne peut pas tout les retenir, mais en même temps, il faut justement que les gens soient au moins suffisamment à l'aise dans leur nouvel environnement. Une intégration socio-économique. Exactement. Ouais. Pour tous ceux qui ont déjà reçu mon CV lorsque j'étais encore sur le marché de l'emploi,
ils ont toujours vu ça. Et la première ligne qui commence, je me définis toujours comme un Acadien par adoption. Hein. C'est vrai. C'est toujours comme ça que je le dis. C'est vrai. Alors, voilà, ça complète justement complète justement notre présentation d'aujourd'hui. Et comme j'ai envie de dire en Acadie, Warao. Hein, Warao. Warao, ouais, c'est ça. Oui. On verra bien ce que l'avenir nous Exactement. Merci. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Ben, merci beaucoup. Excellent. C'était une excellente présentation, Merci. une excellente discussion que nous avons eue. Et si les gens sont intéressés à vous contacter, quel est le meilleur moyen? Ben, écoute, je pense justement que le réseau est déjà un très, très bon intermédiaire. J'ai reçu d'ailleurs quelques recommandations d'ailleurs de ta part et je t'en remercie. Et par email, info avec S à commercial pont-bridge.com, pont-bridge.com. Ou encore au niveau du téléphone, ça peut se faire aussi rapidement, 613-217-3005. Puis les événements des cafés diplomatiques, c'est pas exclusif aux gens de l'Est ontarien. Ça peut être ouvert à l'ensemble des collèges et des cégeps qui sont dans la région. Absolument. Ottawa, c'est quand même proche de Montréal. Absolument. C'est proche quand même de Sorel-Tracy et tout ça. Donc, il faut inviter ces gens-là à venir donc aux événements café diplomatiques s'ils veulent établir des liens avec des hauts diplomates africains. Absolument. Déjà, le 24, dans l'événement, le café diplomatique du 24 va connaître, par exemple, la participation. En ce moment, on a déjà 22 ambassades, dont 22 pays qui seront déjà là. Si tout le monde, les représentants qui souhaitent, par exemple, être là, pourront, par exemple, discuter, échanger avec des ambassadeurs, des chefs de mission diplomatique canadien le 24 mai prochain. Ça, c'est extraordinaire parce que ça pourrait leur donner justement une porte d'entrée tout à fait beaucoup plus facile. Et ça, ce n'est pas réservé exclusivement. Et le réseau était partenaire justement de celui du dernier café avec le Nigeria et le Togo. Et on a vu justement des gens qui étaient de Montréal. On a vu des gens qui venaient justement du Canada Atlantique qui étaient tout aussi là. On avait d'ailleurs vos homologues de l'ACUF. La CUFC. La CUFC, qui était aussi présent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement ouvert. Il ne faut pas donner l'impression peut-être que c'est quelque chose qui est très centré à faire, mais c'est aussi quelque chose qui est très ouvert vraiment. Hein. Éducation, affaires, business, tout ça. Et ce que je peux dire, c'est que les intervenants diplomatiques qui sont là pour représenter les différents pays ont un appétit de faire des liens. Absolument. Et de bâtir des ponts. Absolument, absolument. De bâtir justement des ponts. Exact. Et c'est pour ça justement que ce que nous proposons aujourd'hui trouve forcément tout son succès. Parce que nous, dans notre perspective, on dit toujours une ambassade est avant tout une agence de promotion des investissements. D'accord. Yaya, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. On garde contact. On garde le contact et au plus grand plaisir justement de se parler. Et merci à vous d'avoir été avec nous pendant ce webinaire. Soyez à l'affût toujours des réalisations de podcasts que nous réalisons avec le RCCFC. Vous pouvez avoir accès à toutes nos diffusions en vous rendant sur le site web rccfc.tv. Alors, merci d'avoir été parmi nous. À bientôt.